Information. La vidéo que vous vous apprêtez à regarder est issue d'une enquête réalisée par notre association Mabedja. Nous disposons d'une version écrite faisant état des sources et des détails de l'affaire. Le document est téléchargeable à travers le lien en description. Dans le cas échéant, n'hésitez pas à nous faire la demande par mail ou via nos réseaux sociaux. L'affaire Bobocha. Ce sujet a fait couler beaucoup d'encre au sein de la communauté comorienne, et il y a de fortes chances que vous en ayez entendu parler à la fin de l'année 2020. Ainsi, pour éclaircir cette affaire, nous avons réalisé une enquête et vous présentons aujourd'hui les conclusions. Le dossier Bobocha. Commençons. Qui est Bobocha? Insa Mohamed est un Comorien né en 1963 sur l'île d'Anjouan, connu sous le surnom de Bobocha. Ce natif de Chisangacheli vivait de la pêche. Il est connu dans la communauté comorienne pour sa candidature aux élections des gouverneurs en 2016, mais surtout pour le sujet que nous abordons dans ce dossier. Politiquement, Insa Mohamed se situe dans le camp des opposants au régime du président Azali Assoumani. Il était en 2016 le leader du parti Uzima Wawantu Watiti, en français l'Union des gens modestes, et c'est dans l'article numéro 4 de l'hebdomadaire Le Courrier d'Anjouan que nous avons trouvé une première trace de son activité politique. Le dimanche 4 novembre 2015, à Pomoni, au quartier général de son parti, s'était tenu un rassemblement de 5 villages de la zone, à savoir Moya, Kowe, Nindri, Pomoni et Lingoni, pour la mise en place d'une coordination sous-régionale. Des personnalités politiques de l'île avaient pris part à cette rencontre. Parmi eux, Nourdine Midiladji, candidat déclaré à la prochaine élection du gouverneur d'Anjouan, et Mohamed Daoud. L'ordre du jour portait sur des questions socio-économiques qui doivent en général préoccuper les dirigeants politiques. C'est-à-dire, quelles solutions durables pour le problème de l'énergie, comment créer des emplois, et comment cultiver le civisme chez les compatriotes. Nous sommes à cette date-là dans un contexte préélectoral. Cette rencontre devait être le début d'un rapprochement entre Midiladji et Bobocha. Pour Bobocha, ceci était le lancement de la machine à gagner les élections dans la région de Chisiwani. Leur point commun était l'envie d'en découdre avec le gouverneur sortant. À cette époque, il y avait une querelle entre le trio Bobocha Nourdine Daoud et Anissi Shamsidine, futur candidat à sa succession. Pour pouvoir situer l'homme dans son environnement, nous allons devoir développer la situation politique des Comores en partant des élections de 2016. Déroulé des élections des gouverneurs. Le 23 novembre 2015, par la signature du décret numéro 1584, le président de l'Union des Comores, Ikililo Douanine, ouvrait le processus électoral de 2016. Il y convoquait les 309 910 électeurs aux urnes pour le 21 février et le 10 avril 2016. L'agenda des élections était établi ainsi. Du 6 au 21 décembre 2015, il devait y avoir le dépôt des candidatures pour les élections du président et vice-président auprès de la Cour constitutionnelle et des candidatures des gouverneurs des îles autonomes auprès de la Commission électorale indépendante insulaire, la CE2I. Ensuite, le 21 février 2016, les Comoriens sont invités aux urnes pour le premier tour des élections du futur gouverneur des îles autonomes et du futur président de l'Union des Comores. Et enfin, le 10 avril 2016, les Comoriens sont invités aux urnes pour les seconds tours des élections des futurs gouverneurs des îles autonomes et du futur président de l'Union des Comores. La liste des candidats pour les gouverneurs. Ainsi, à Moroni, le 23 décembre 2015, le président de la CENI, Feu Diaza Ahmed Mohamed, signa la décision numéro 15007. Celle-ci porte la liste des candidats aux élections des gouverneurs des îles autonomes. Il faut savoir que cette liste est provisoire car les candidats refusés ont la possibilité de faire un recours dans un délai imparti. D'autre part, les publications de la CENI, un organe chargé de la gestion des élections, sont toujours provisoires en attendant une validation par la Cour constitutionnelle, une des hautes juridictions des Comores. Le 2 janvier 2016, la Cour constitutionnelle proclama définitivement les candidats retenus. On comptait 25 candidats à la présidentielle et 40 candidats pour les gouverneurs, dont 10 à Moélie, 15 à Anjouan et 15 en Grande Comore.
Les résultats définitifs du premier tour d'en-juin. Les élections de premier tour se déroulèrent à la date annoncée. La Cour constitutionnelle publia l'arrêt numéro 16018 proclamant les résultats définitifs du premier tour des élections du gouverneur de l'île autonome d'Anjouan. Classé 6e sur les 15 candidats, Insa Mohamed alias Bobocha était l'outsider de ces élections. Il était parmi les candidats sans précédent en politique ou très peu. Lors des législatives de 2015, un an avant, son jeune parti Uzima Wawantu Watiti n'avait obtenu que 0,61% des voix et n'occupait donc aucun siège au Palais du Peuple. Devant lui se trouvaient Abdou Salami Abdou, Anissi Shamsidine, Nourdine Midiladji, Moussa Touaïbou et Abdourahman Adinan, des concurrents expérimentés ou bénéficiant de l'aura de leur parti politique. Avec respectivement 36,46% et 26,88% des voix, Abdou Salami Abdou et Anissi Shamsidine sont autorisés à se représenter au second tour des élections du gouverneur le 10 avril 2016. Trouble dans les élections. Le 30 avril 2016, la Cour constitutionnelle proclama les résultats définitifs des élections du 10 avril 2016. Les vainqueurs déclarés étaient les suivants. Mohamed Saïd Fazul, élu gouverneur de Moélie à 63,30% du suffrage exprimé. Hassani Hamadi, élu gouverneur de la Grande Comore à 62,12% du suffrage exprimé. Cependant, la Cour constitutionnelle ne pouvait confirmer le gouverneur d'Anjouan et le président de l'Union des Comores. En effet, 13 bureaux ont été mis à sac à Anjouan le 10 avril 2016, perturbant ainsi l'agenda des élections. Les électeurs de civil vont être convoqués à nouveau aux urnes le 11 mai 2016. Il faudra attendre le 15 mai 2016, après cette nouvelle convocation aux urnes, pour connaître les résultats définitifs. Ainsi, l'article 5 de l'arrêt numéro 16023 déclare élu gouverneur de l'île autonome d'Anjouan le candidat Abdou Salami Abdou pour un mandat de 5 ans renouvelable, une seule fois, à compter du 23 mai 2016, date de l'investiture officielle. L'article 5 de l'arrêt numéro 16022 déclare élu président de l'Union des Comores le candidat Azali Assoumani, ensemble avec ses vice-présidents les cieux Moustadrouane Abdou, Abdallah Saïd Soumara, Jafar Ahmed Saïd Hassani, pour un mandat de 5 ans renouvelable, conformément à la Constitution à compter du 26 mai 2016, date de l'investiture officielle. À cette date-là, le tableau des nouveaux dirigeants de l'Union des Comores est au complet. Les débuts de la contestation de la légitimité d'Azali Assoumani. Azali Assoumani, qui était soutenu par l'ancien président et très populaire Ahmed Abdallah Sambi, obtint 41,43% des suffrages. Il devança son concurrent au second tour, Mohamed Ali Swalihi, surnommé Mamadou, qui recueilla 39,66% des voix, selon les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle. Mais ces résultats étaient contestés par certains Comoriens. Rappelez-vous, nous avons déjà évoqué les incidents impliquant des partisans de différents camps qui avaient émaillé le second tour des élections à Anjouan. Dans certaines localités, des partisans d'Ahmed Abdallah Sambi avaient été accusés de perturber le vote. Le parti de l'ancien président, qui s'appelle Joua, gagna les élections du gouverneur d'Anjouan, mais fut éliminé au premier tour des présidentielles. Mais Sambi était encore très populaire sur l'île d'Anjouan, où il est né. La campagne fut terne et désordonnée, se résumant à un déballage d'attaques personnelles et de soupçons de corruption. L'impopularité d'Azali va grandir au fil des années. Quelques mois après son élection en 2016, il dissolut la commission de lutte et de prévention de la corruption. Le 12 avril 2016, 2 ans après son élection, il suspendit la Cour constitutionnelle et la transféra provisoirement sa compétence à la Cour suprême, une décision dénoncée par l'opposition comme étant un abus de pouvoir. L'information fut rendue publique une semaine plus tard et justifia cette mesure par le non-fonctionnement de la Cour constitutionnelle en raison du nombre incomplet de juges qui la composaient. Il avait aussi créé la surprise en annonçant un référendum constitutionnel. Ce dernier s'était soldé par un oui à 92,74%, malgré des doutes sur la crédibilité du processus électoral. Ainsi, la réalisation du projet de réforme constitutionnelle permit à Azali Assoumani, dont le mandat devait expirer en 2021, d'organiser des élections anticipées en 2019.
Des élections qu'il gagnera numériquement dans des conditions encore plus décriées. Il pourra également se représenter en 2024. Ceci est une première depuis l'existence de l'Union des Comores. Sans cette réforme constitutionnelle, des élections présidentielles auraient été organisées cette année, en 2021, pour élire un nouveau chef d'État issu de l'île autonome d'Anjouan. Un tollé de protestations traversa les frontières. Les Comoriens vivant à l'extérieur du pays s'indignent. À Marseille, le 31 mars 2019, puis à Paris, le 7 avril 2019, après les élections anticipées de mars 2019, des manifestations étaient organisées. Les membres de la diaspora comorienne avaient répondu aux appels en masse. Parmi les choses qui alimentent le rejet d'Azali Assoumani, il y avait les conditions dans lesquelles il accéda pour la première fois à la tête du pouvoir. Alors chef d'état-major de l'Armée nationale de développement, il réalisa un coup d'État le 30 avril 1999. Il était à la tête d'une armée de 1000 hommes, dont 40% étaient originaires d'Anjouan. Dans une cérémonie qu'il avait organisée à Beit Salam, il disait qu'il n'avait pas l'ambition de gouverner. Son putsch aurait eu pour but d'instaurer la paix dans l'archipel. Nous avons retrouvé la citation suivante. « Je vais prendre la présidence de l'exécutif. » Jusqu'à la mise en place des accords signés dans la capitale malgache par les délégations comoriennes à l'exception des séparatistes anjouanais. J'entends écourter au maximum cette période et remettre alors le pouvoir aux nouveaux dirigeants qui auront été élus. Mais il se présentera aux élections présidentielles. Aux Comores, depuis le retour au pouvoir de l'ancien colonel en 2016, des personnalités influentes sont écartées de la sphère politique au compte-gouttes. Pour ne citer que ceux que nous avons évoqués dans cette partie, l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi est assigné à résidence depuis mai 2018 et le président de la CENI, Ahmed Mohamed Diaza, est retrouvé sans vie à son cabinet en mai 2020. La situation politique au niveau d'Anjouan. Le candidat Abdourahmane Adinan, connu par le surnom Bois Chaud, avait mal vécu son échec cuisant aux élections des gouverneurs de 2016. Il s'agit d'un vétéran en politique. Membre de la première heure du Front démocratique des Comores, fondé il y a 41 ans, il fait aussi partie des bien-nés d'Anjouan. Il est issu de l'une des grandes familles de Moutsamoudou dans le quartier de Ramombo. Son statut d'instituteur fait également de lui une personne connue dans toute l'île. Il avait donc toutes les chances. Ce candidat de la Convention pour le renouveau des Comores, parti du président entrant, finit au 5e rang avec 3,39% des voix, juste devant Insa Mohamed. En guise de consolation, en juillet 2016, 2 mois après les élections, Azali Assoumani le nomma coordinateur de l'Union des Comores. Il avait donc un rôle de conseiller et de représentant du président de l'Union des Comores sur l'île d'Anjouan. Par ailleurs, Nourdine Midiladji faisait partie des grands stratèges au jeu du pouvoir. L'ancien député et ancien candidat aux élections présidentielles de 2006 ne mettait pas ses yeux dans le même panier. Nous avons vu qu'en novembre 2015, il s'était rapproché d'Insa Mohamed pour s'opposer à Anissi Shamsidine, le gouverneur sortant. Il se présenta aux élections de 2016 comme candidat indépendant. Cependant, il aurait aussi fait partie de la sphère de Mohamed Ali Swalihi, surnommé Mamadou, un prétendant au présidentiel de la même période. Il finira 3e aux élections du gouverneur d'Anjouan avec 9,34% des voix. Les projets de Midiladji s'arrêtent pas là. Il va saisir une nouvelle opportunité. Ambiance censurée à Domoni. Sasa nisimkaribisha coordinateur watu wa hii union Mzwan Alhaj Sayyid Nuruddin ibn Midiladji, tafadhali kuwezurwe makalima ya tahabbur. Nuruddin waye! Ainsi, il devient le nouveau représentant d'Azali Assoumani sur l'île autonome d'Anjouan. Il remplacera Boinchot, qui serait considéré comme trop mou par le pouvoir central, d'après une de nos sources. Pour donner un exemple, Nourdine Midiladji a eu les mots suivants envers le gouverneur de l'île autonome d'Anjouan, Abdousalami Abdou, lors d'une conférence de presse. S'il est un homme, il ne doit pas déléguer. Qu'il aille dehors. Qu'il arrête d'inciter ses campagnards, des campagnards comme lui, pour qu'ils ne meurent pas pour rien. Nous n'aurons pas assez de draps blancs afin de les enterrer.
Vous avez donc là un aperçu du représentant d'Azali Assoumani sur l'île autonome d'Anjouan à partir de 2017. Aux Comores, les leaders de 3 partis d'opposition ont été arrêtés par la police ce vendredi à Moroni lors d'une manifestation dénonçant le référendum constitutionnel prévu le mois prochain. Les 3 dirigeants, Moustapha Saïd Cheikh, Mahamoud Wadan et Ibrahim Abdourazak, ont été interpellés devant la grande mosquée de la capitale comorienne. Nous défendons l'unité de ce pays, Monsieur le Président. Et tu devrais comprendre qu'on te respecte et qu'on a voté pour toi. Et même ceux qui n'ont pas voté pour toi te respectent. Sache que les valeurs de la démocratie, tu devrais les respecter. Depuis plusieurs semaines, la prière du vendredi est le théâtre devant la mosquée Al-Qassimi d'affrontements entre forces de l'ordre et partisans de l'opposition qui dénoncent une dérive autoritaire du chef de l'État. Le président Azali a décidé d'organiser le 29 juillet un référendum qui lui permettrait de briguer un 2e mandat consécutif. Une initiative qui a suscité de nombreuses critiques, notamment de la part de son vice-président, Ahmed Saïd Jafar, qui la juge dangereuse et contraire à la Constitution. Comme nous l'avons vu précédemment, la modification de la Constitution a fait des mécontents, surtout sur l'île autonome d'Anjouan. Des manifestations s'étaient organisées sur l'île vers la fin de l'année 2018. La première était une marche pacifiste pour dénoncer le référendum. Elle fut suivie, 2 mois plus tard, d'une prise de la médina de Moutsamodou par les armes. Moi, j'avais complètement fermé cette porte. Je passais la tête dans ce trou pour dire bonjour aux voisins et puis m'enfermais. Mais depuis hier, c'est bon, on peut respirer l'air frais, la paix est revenue. On a vécu une situation qui a été très dure vis-à-vis de nous, la population. Presque une semaine d'angoisse et de la terreur, exactement. Voilà. Donc maintenant, Dieu merci, je pense que ça va se terminer. Vendredi, un protocole d'accord entre le gouvernement comorien et l'exécutif d'Anjouan, parlant au nom des rebelles, prévoyait un désarmement des combattants en échange de leur impunité. Des notables locaux devaient servir d'intermédiaires, mais aucune arme n'a été rendue. Ce samedi, le ministre de la Défense comorien se dit persuadé que le gouverneur de l'île se trouvait à l'intérieur de la médina et qu'il s'est enfui avec les rebelles. Des sources locales soupçonnent que les autorités comoriennes et celles d'Anjouan se sont entendues. Suite à l'affaire de la médina, Abdou Salami Abdou, le gouverneur élu en 2007, est poursuivi pour atteinte à l'unité nationale, participation à un mouvement d'insurrection, complicité de meurtre, rébellion, port illégal d'armes et trouble de la sûreté publique, selon l'acte d'accusation établi par la juge Noura Hussein. Le gouverneur, qui devait être jugé par la Cour de sûreté de l'État, est assigné à résidence depuis le 21 octobre 2018. Selon l'AFP, ce jour-là, il avait nié avoir un quelconque lien avec les rebelles. Dans une vidéo visible sur Internet, Anissi Shamsidine déduisait qu'Abdou Salami Abdou serait derrière la rébellion. Il sera élu lors du scrutin de 2019. En résumé, nous avons au niveau national un ancien putschiste qui cumule 2 mandats successifs et au niveau insulaire un ancien gouverneur de nouveau au pouvoir. Nous allons voir tout à l'heure qu'Insa Mohamed alias Bobocha n'échappera pas à la vague des accusations qui se succèdent. Que lui est-il arrivé? Pour cela, nous allons devoir évoquer l'affaire des mines. En mai 2020, les autorités comoriennes dénoncent un attentat avorté sur l'île d'Anjouan, lequel ciblait le président Azali Assoumani. Ils évoquent une association terroriste dont les membres seraient aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger. Ils se trouveraient en France métropolitaine, sur l'île de Mayotte et Madagascar. Précisément, Mohamed Abdou, commissaire près de la Cour de sûreté de l'État, a expliqué qu'un homme avait tenté d'enregistrer un colis pour le vol du 18 avril 2020 au départ de l'île d'Anjouan. À son bord se trouvait le président Azali Assoumani, des personnalités et des civils. Je cite. « Les terroristes ont tenté d'introduire une bombe artisanale que l'on pouvait actionner à distance dans l'avion qui devait conduire le président de l'île d'Anjouan à l'île de Moélie. » Il dit plus loin, « Par chance, les forces de sécurité qui ignoraient tout du complot
avait refusé l'embarquement du colis. Alors que l'homme rebroussait chemin, le colis en question serait tombé de sa moto, entraînant une explosion dont l'homme en serait sorti sévèrement blessé. Des photographies de la dite explosion ont été feuilletées face aux journalistes lors de la conférence de presse, mais n'ont jusqu'à présent pas été rendues publiques. Ou du moins, nous ne les avons pas trouvées lors de nos recherches. À l'époque, l'opposition dénonçait une pure invention. Avant d'aller plus loin, expliquons ce qu'est la Cour de sûreté de l'État. Cette juridiction était prévue par une loi des années 1980. Elle va être mise en place le 3 août 2018 suite à la tentative d'assassinat présumé du vice-président Moustardouane Abdou par un décret présidentiel. Elle va également subir des modifications importantes dans sa composition. Azali Assoumani avait procédé à des changements au sein de cette juridiction le 31 août 2018. Parmi ces changements, il y avait la promotion de Mohamed Abdou. Jusqu'ici procureur de la République à Moroni, il cumulera la fonction de commissaire du gouvernement et remplacera ainsi Youssouf Ali Djaï. Cependant, on estimait que la loi de 2005 sur l'organisation judiciaire des Comores avait aboli implicitement cette loi de 1980 sur la Cour de sûreté. Autrement dit, la Cour de sûreté n'existait plus depuis 2005. D'ailleurs, la Commission des lois de l'Assemblée nationale va demander, en décembre 2020, la suppression de cette Cour. Elle était devenue le tribunal de l'arbitraire de l'exception. Celui qui se retrouvait accusé avait toutes les chances d'être condamné, et aucun recours n'était possible. Plusieurs personnes, dont l'écrivain Seyd Ahmed Saïd Tourki, surnommé Sast, ont été victimes de cette cour. Revenons sur la conférence de presse du commissaire près de la Cour de sûreté de l'État. Ce jour-là, l'enquête aurait déjà permis de saisir 16 mines artisanales, 21 kg de dynamite et 54 détonateurs à distance. Toujours, selon le haut magistrat, les mines ont été découvertes disséminées sur l'île d'Anjouan, l'un des fiefs de la contestation. Gamnongo est la commissaire du gouvernement près de la Cour de sûreté de l'État. Il y a une compétence territorialement nationale. Donc, avant de diriger l'enquête de Bimoroni, on a joué à Kanzoual. Zinomil, le cas où on a fait Gassina comme la chaîne en détention préventive. Nous avons Wararu ou sous contrôle judiciaire. Nous avons Wasiwa, Chaya et juge d'instruction à saisir, estimé qu'on doit raser chaque précision de Wasi. L'organisation, on doit Rawasi actuellement. On doit exécutant. On doit aller à Paris. On doit financier, on finance les opérations. Donc, d'où on doit commanditaire. Actuellement, au catégorie ONU, l'enquête évolue très positivement. Il y a Tosha, on doit se faire un peu de temps, on doit se faire un peu de temps. On sommes un juge d'instruction. Il y a soit le cours de sûreté de l'État, juge d'instruction et le président doit saisir au Waïli, Harma Hadisinzima. Donc, il y a un mécanisme. Nous avons un peu de temps. Une affaire d'attentat contre Azali Assoumani, ce n'est pas une première. Nous rappelons qu'en 2018, Ismaël Kassim et Al-Moutawakil Ahmada avaient récopé respectivement de 8 ans de prison dont 18 mois de sursis et 5 ans de prison dont 2 ans de sursis. Ils étaient poursuivis pour attentat contre la sûreté de l'État et tentative d'assassinat du chef de l'État. Des clous ont été déversés sur le tarmac de l'aéroport de Moéli. Une mascarade judiciaire a qualifié le conseiller d'Al-Moutawakil. Selon lui, les 2 employés de l'aéroport Bandar Salam à Moéli ont été jugés sans témoins et sans preuves. La justice aurait tranché seulement en se basant sur les doutes du commissaire du gouvernement, Mohamed Abdou. Encore la même personne. Les 2 accusés ont toujours crié leur innocence.
Quelle est donc la relation avec Bobocha? Dans une conférence de presse, Mohamed Abdou avait annoncé que plusieurs mandats d'arrêt internationaux ont été lancés et que l'État comorien coopérait avec plusieurs pays pour mettre la main sur d'autres suspects de l'attentat. Il va donc une nouvelle fois apparaître sur la sphère médiatique. Quelques jours plus tard, il annonce que Bobocha serait l'un des 2 techniciens qui a fabriqué la bombe artisanale dissimulée dans un poste radio. D'après sa famille, Insa Mohamed est arrêté par les autorités malgaches le 7 juillet 2020 à Majinga. Celui-ci aurait fait un malaise et serait tombé malade. 6 jours plus tard, il sera admis à l'hôpital de Majinga. Mais le lendemain, Insa Mohamed sera pris par les forces de l'ordre malgaches, accompagné de Madi Halidi, surnommé Capitaine Pot. Lors de nos recherches sur son profil, nous avions retrouvé une altercation entre un militant comorien et lui, qui se solda par une luxation de l'épaule de l'activiste. Dans la rue menant à l'ambassade des Comores à Paris, celui-ci filmait une délégation comorienne partie en France pour préparer une rencontre entre Azali Assoumani et Emmanuel Macron. Nous nous interrogeons donc sur les raisons pour lesquelles un employé de l'ambassade des Comores en France se trouverait à Madagascar pour une mission d'extradition. Cet ancien militaire serait, d'après une de nos sources, une personne loyale et ne craignant pas d'accomplir des basses besognes. Il est également le gendre du président Azali. S'il y a une chose que ces choses révèlent clairement, c'est bien un conflit d'intérêts. Le régime d'Azali Assoumani fait de Bobocha son ennemi numéro 1. Le 15 juillet 2020, Bobocha a été amené à l'aéroport d'Orborvi où un jet privé l'attendait. Direction les Comores. Mais saviez-vous que dans ce genre de situation, des protocoles à suivre existent? En effet, la République de Madagascar a publié le 3 décembre 2018 la loi numéro 2017-027. Il s'agit d'une loi relative à la coopération internationale en matière pénale. Nous allons vous donner un aperçu de l'article 106 de la section 3, titré « Procédure relative aux demandes d'entraide ». Que dit cet article? Dans un premier temps, le ministère des Affaires étrangères de l'État requérant, c'est-à-dire l'État qui sollicite l'extradition, adresse un dossier au ministère de la Justice requis, c'est-à-dire l'État qui reçoit une demande d'extradition. Celui-ci doit vérifier si tous les éléments et motifs constituant le dossier remplissent les conditions requises dans le cadre d'une extradition. Si oui, le dossier est ensuite transmis au procureur général près de la cour d'appel territorialement compétent, c'est-à-dire Majinga. Ensuite, le procureur général près de la cour d'appel vérifie tous les éléments. Après avoir constaté que les éléments de procédure sont légaux, il transmet le dossier au procureur de la République territorialement compétent. Après, le procureur de la République vérifie et fixe une audience. L'audience d'extradition est publique. Celle-ci doit être composée des 2 parties. Le ministère public et la personne recherchée sont entendus. L'État requérant est autorisé à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée. Toutefois, cet État requérant n'est pas partie au procès. La personne recherchée peut demander un avocat et être mis en liberté provisoire à tout moment de la procédure. Voici un exemple des règles d'audience dans un état de droit. Enfin, si la personne recherchée est jugée extradable, le ministère de la Justice signe un arrêté confirmant la décision de transfert. Ceci est la procédure en version simplifiée, et voici ce qu'aurait fait l'État comorien. Comme vous pouvez le constater, le cas de Bobocha est un enlèvement et non une extradition. Il n'y a eu aucun respect des droits nationaux malgaches et des accords internationaux en matière d'extradition. Nous avons affaire à des pratiques mafieuses. Comme dans les films de mafia, l'État comorien peut, à travers des hommes de main, du jour au lendemain, décider de pénétrer un territoire qui n'est pas le sien, afin d'enlever une personne de son choix. Pourtant, Azali Assoumani fait partie des premiers, pour enraguer la foule,
a pointé du doigt l'État français d'avoir violé les droits internationaux en se saisissant de l'île de Mayotte. Ainsi, est-il si différent des ennemis de la patrie? Dans cette affaire d'extradition, l'État comorien est-il le seul acteur? Non. Pour une action d'une telle envergure, il faut des complices. On peut citer le Jean d'Azali Assoumani envoyé spécialement pour cet enlèvement, et des personnes corrompues au sein même des institutions malgaches, des personnes bien placées et au bras long. Des militants comoriens, dont Swalihi Kaïs, ont interpellé sur les réseaux sociaux les autorités malgaches sur la gravité de la situation en vain. De l'autre côté, le 4 octobre 2020, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève considère que le transfert de Bobocha d'Antananarivo à Moroni relève d'un enlèvement extraterritorial commandité par l'État comorien. Concernant l'ONU, l'État comorien avait en 2019 refusé à Neil Melzer, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, la visite de certains lieux de détention. Nous tenons aussi à rappeler que le mandat d'arrêt international dont Bobocha aurait fait l'objet, dit émis le 11 juin 2020, n'a jamais pu être confirmé par les journalistes comoriens. La grande évasion. Bobocha est de nouveau aux Comores, mais Bobocha n'a pas dit son dernier mot. Le 15 novembre 2020, au stade de Maluzini, les Selakantes gagnent contre le Kenya. Dans la capitale, les supporters sont dans les rues. Les gardiens de la maison d'arrêt de Moroni sont aussi partis faire la fête. Profitant de la liesse suscitée par le match, une quarantaine de prisonniers dont Bobocha s'évadent. Dans une vidéo qu'il a publiée sur internet, ce dernier fait savoir qu'il est bien arrivé à Mayotte. Selon lui, des jeunes l'auraient aidé à s'échapper. Akamanua fungua matiaki mizimu tunajalia hairi au tovao salama kama mizimu avensi na tisimingina sona leo bele razizo aboro to hadisi bubushatu wa tisnani atoi falsafa makoban kama mizimu avensi au shinzo mungu na mtume inshallah. Il migrera quelques jours plus tard vers l'île de Madagascar. Pourquoi est-il retourné une nouvelle fois sur la grande île? Peut-être en raison de ce qui est arrivé à Fahad Halidé. C'est en journée qu'il s'était réfugié à Mayotte, était recherché par les autorités comoriennes pour avoir pris part à une manifestation qualifiée de rébellion au pouvoir central. Halidi avait été reconduit aux Comores en septembre 2020 après le rejet de sa demande d'asile. Le choix de Madagascar était donc réfléchi. La demande d'asile de Bobocha. Le 22 août 2020, Bobocha a reçu du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés un certificat de demandeur d'asile. Celui-ci est valable une année. Mais le 13 janvier 2021, il s'est fait une nouvelle fois arrêter. Alors que son transfert vers Moroni était prêt pour le 16 janvier 2021, 3 jours plus tard, le gouverneur malgache a stoppé l'opération à la dernière minute, sous la pression de l'ONU à travers son agence, le Haut Commissariat pour les réfugiés. Cette fois-ci, la diaspora comorienne a anticipé. Le 22 janvier 2021, Nourdine Baye de Daoulaya Haki Île-de-France et Abderrahmane Ahmed de SOS Démocratie Comores ont été reçus par l'ambassade de Madagascar en France au sujet du dossier de M. Insa Mohamed. Ils y remettront un courrier adressé au président de Madagascar. De ce fait, l'État malgache ne pourra donc pas dire qu'il ignorait la situation d'Insa Mohamed et son statut de réfugié politique. Le nouvel enlèvement de Bobocha. Le 27 janvier 2021, Insa Mohamed est de nouveau transféré à Moroni. Son avocat, Ali Arivelo Marmanana, dénonce une extradition illégale aux yeux de la loi malgache. Le procureur général de Majinga
n'a jamais déclenché une procédure d'extradition. La décision a été prise au niveau de la gendarmerie et l'ordre viendrait d'une personne haut placée. Une nouvelle fois, les autorités comoriennes, la gendarmerie et l'aviation civile malgache ont organisé l'enlèvement d'Insa Mohamed. Pour cet enlèvement, les avocats certifient qu'il aurait coûté 100 000 € à l'État comorien. Une publication visible sur Internet révèle les montants et les acteurs du rapt. D'après elle, il aurait eu 20 000 € pour Richard Raval Manana, secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale, 10 000 € pour M. Antoine, le nouveau procureur général près de la cour d'appel de Majinga, 5 000 € pour le procureur de la ville d'arrestation, 10 000 € répartis entre les deux commandants de la gendarmerie des deux villes, 2 000 € pour chaque gendarme qui l'accompagnait, 10 000 € pour Tovo, Ramaholi Mihaso, Abe Manantsu, le directeur général de l'aviation civile de Madagascar, et entre 30 000 et 40 000 € pour la location de l'avion. En euros, ces sommes d'argent peuvent paraître dérisoires pour des autres autorités, mais converties en francs malgaches et en tenant compte du coût de la vie de la Grande Île, on peut constater qu'il s'agit d'un grand pot de vin. Cependant, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Lors de nos recherches, nous ne sommes pas parvenus à vérifier certaines informations. Si nous avons fait le choix de vous les exposer, c'est que nous ne pouvions pas faire l'impasse sur des informations largement diffusées et qui pourraient expliquer ce pourquoi l'État malgache et l'État comorien ont bafoué les règles applicables en matière d'extradition et de protection de demandeurs d'asile. Ainsi, si cette information s'avère être vraie, vous avez là les malgaches corrompus par l'État comorien qui ont permis la réalisation de cette opération à l'insu de l'ONU. Qu'en est-il de Bobocha aujourd'hui? D'après une de nos sources, Insa Mohamed ne serait plus dans sa cellule depuis le 3 février 2021. Il aurait été passé à tabac, puis chargé dans une voiture tout-terrain pour une direction inconnue. Est-il toujours vivant? Seul l'État comorien est capable de lever le doute. Ce qui est sûr, aucun de nous n'a de ces nouvelles. Les arguments des autorités comoriennes. Quand le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a manifesté son indignation après le premier enlèvement de Bobocha, le ministre des Affaires étrangères était plein d'incohérences. Dans sa réponse au courrier de l'agence de l'ONU fait le 10 décembre 2020, Vahir Abdul Kamal qualifie Bobocha de terroriste et le discrédite. Je cite. Le dénommé Insa Mohamed est reproché d'avoir participé et organisé une tentative d'attentat à l'encontre du chef de l'État comorien Azali Assoumani le 18 avril 2020. Il est donc étonnant de constater les allégations selon lesquelles l'intéressé serait poursuivi en raison de son engagement politique. Permettez-moi de vous rappeler que l'intéressé est connu des services de police et judiciaires comme étant un grand trafiquant de drogue et d'alcool de contrebande, opère entre Madagascar et les Comores. À travers ces écrits, il est évident que face au manque de preuves et d'arguments, la volonté est de diaboliser le suspect. Qu'il soit trafiquant de drogue, violeur ou fumeur de tabac, ce ne sont pas les faits pour lesquels il est poursuivi. S'il était connu pour ces délits, pourquoi ont-ils attendu qu'il soit soupçonné d'avoir organisé un attentat pour le poursuivre? Pour exemple, ceci est comme si nous évoquions dans ce dossier les détails de la fausse déclaration de Vahir Abdul Kamal auprès de la sécurité sociale française. Oui, c'est le site Zinfo 974 qui rapporte que la sécurité sociale de la Réunion et la CAF ont stoppé les allocations versées indûment à Vahir Abdul Kamal, notamment le RSA, et que la caisse a décidé de porter plainte. On se souvient, il y a 4 mois, le GIR avait révélé que l'ancien vice-président de l'Assemblée comorienne, devenu ministre des Affaires étrangères, était inscrit comme allocataire du RSA à la Réunion et bénéficiait de la couverture médicale solidaire destinée aux personnes sans revenus. Jusqu'à présent, les autorités comoriennes se sont refusées à tout commentaire sur cette affaire. Nous aurons pu utiliser cette tromperie, qui a duré 10 ans, pour le qualifier d'escroc et menteur afin de remettre en cause la valeur de sa parole et ses accusations.
Mais ceci n'a rien à voir avec l'enlèvement d'Insa Mohamed. Pourtant, il est connu pour ça en France et au sein de la communauté comorienne. Conclusion. Concernant l'affaire d'Insa Mohamed, les faits sont très clairs et sont les suivants. Une bombe dite artisanale, qui serait activable à distance, aurait explosé entre les mains d'un terroriste. D'après le commissaire près d'une cour de sûreté de l'État qui condamnait sur la base de soupçons. Une enquête a été annoncée et aucun élément nouveau n'a été présenté jusqu'à aujourd'hui. Insa Mohamed est accusé de terrorisme sans l'évocation d'un élément de preuve le liant à l'affaire des mines. L'État comorien qui dit vouloir rendre justice a violé à 2 reprises les lois d'un État souverain et les accords internationaux en enlevant un ressortissant justifiant d'une demande de droit d'asile. 100 000 € auraient été dépensés pour enlever un suspect, pendant que les hôpitaux manquent de respirateurs pour sauver la vie des citoyens. Le suspect n'a jamais été entendu devant la justice et a été privé de sa liberté. On ignore s'il est toujours vivant. Et enfin, l'État comorien a refusé au rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture l'accès à certains lieux de détention. L'année 2019 a été aussi une année de dures épreuves en matière de sécurité et de cohésion nationale. Nous avons connu une période pré- et post-électorale très difficile, dont ont souffert nombreux parmi nos compatriotes. L'État a assumé ses responsabilités en reportant toutes les solutions indiquées afin de renouer avec l'apaisement, la sérénité et la concorde dans notre pays. Toutefois, de nombreux compatriotes, notamment des frères et sœurs de la diaspora, se sont alarmés et se sont mobilisés contre ce qu'ils appellent la dictature dans notre pays. J'espère que toutes celles et ceux qui ont eu l'occasion de se rendre et de séjourner au pays ces derniers mois diront aux contestataires qu'aucun d'entre eux n'a jamais été inquiété pour dissiper la fausse image qu'ils ont de leur pays. J'espère qu'ils leur diront que la peur et la dictature contre lesquelles ils disent lutter à l'étranger n'existent que dans leur esprit. Maraba menji wangalizo tukufu wa Facebook FM ndukanga mrudunga madeni mambo nao le garde numliona wanu bwana Abdul Hassan harengo masiku ya leo yaone makaterzamba yanu hondoro hayabo hagama tonzi yani harmanzia ya Golden Tulip ou ya touristique comme on a le garde lenu. Je vous interpelle pour vous rappeler que monsieur Abdallah Abdou Hassan, victime de torture à plusieurs reprises, aujourd'hui il est dans un état critique, qu'il souffre de déshydratation morbide. Assalamu alaikum ya Jaba, amani tamgaskiri. Voilà de baraka kwanza ni kimbawi na des informations c'est côté la situation ni on common. Leo ni demdo dozamba, sangamjoka. Uno deloro wandoto imidiwa. J'espère qu'ils leur diront que la peur et la dictature contre lesquelles ils disent lutter à l'étranger n'existent que dans leur esprit. Cher Président, depuis votre arrivée au pouvoir en 2019, les intimidations, les arrestations arbitraires, l'emprisonnement et la torture sont devenus monnaie courante. Alors dites-nous, Monsieur le Président,
quand on regarde les faits relevés rien que dans le dossier Bobocha. Quel type d'État est le vôtre? Est-ce pour vous la définition d'un État de droit?